Est-ce que l'Empire ottoman, c'est le nouvel Empire romain? Est-ce qu'on pourrait dire que l'Empire ottoman est le successeur légitime de l'Empire romain? C'est une bonne question. Il y en a qui disent oui. Les gens se sont d'ailleurs posé la question à ce sujet. Alors ne vous énervez pas tout de suite. Enfin, vous pouvez vous énerver en commentaire, ça fera des clics sur la vidéo. Mais on va répondre ici à la question à laquelle beaucoup de gens se sont posés et pour lesquels il y a encore des débats aujourd'hui à ce sujet. Alors, après la chute de Constantinople, en 1453, les sultans de l'Empire ottoman s'autoproclament les héritiers légitimes des empereurs romains, prenant la place des souverains byzantins qui régnaient autrefois depuis cette cité. Vous voyez la chose, donc Constantinople s'effondre. On fera une vidéo rien que là-dessus si ça vous intéresse. Donc les sultans conquièrent Constantinople et Constantinople devient Istanbul. Les sultans prennent la place des souverains byzantins qui régnaient autrefois depuis cette cité. En vertu du principe du droit de conquête, ils adoptent parfois les titres de Kaiser Irum, César de Rome, un titre attribué aux empereurs byzantins dans les anciens écrits ottomans, ainsi que Basileus, le titre traditionnel des empereurs byzantins. En revendiquant l'héritage de l'Empire romain, les sultans ottomans se présentent également comme des monarques universels, affirmant leur légitimité en tant que dirigeants du monde entier. Vous avez vu comme c'est intelligent? Vous aussi, par exemple, chez vous, au sein de votre famille, vous pouvez maintenant vous autoproclamer Basileus, et comme ça, vous pourrez diriger toute la famille. Ou bien dans l'endroit de votre travail, par exemple, vous pouvez vous proclamer Basileus. Vous direz que c'est traditionnel ottoman, par exemple. Mais pour comprendre cette introduction pertinente, on va remonter en arrière grâce à ma machine à remonter le temps. Je l'ai inventé tout à l'heure, entre le petit déjeuner et le repas de midi. J'avais pas grand chose à faire, donc j'ai créé ma petite machine à remonter le temps. Alors l'Empire romain d'Orient, aussi appelé Empire byzantin, prend ses racines dans la fondation de Constantinople en 330, lorsque Constantin le Grand en fait la nouvelle capitale de l'Empire romain. Alors contrairement à l'Empire romain d'Occident qui s'effondre au 5e siècle, l'Empire byzantin, lui, parvient à se maintenir, bien qu'il ait rétréci, bien évidemment. Ses habitants se considèrent toujours comme des Romains, ça c'est très important, Ils se considèrent comme Romains, mais ils ne se considèrent pas comme des Hellènes, c'est-à-dire des Grecs. Même si au fil du temps, les frontières de l'Empire se réduisent pour ne plus englober que des régions majoritairement grecques. Au XVe siècle, les empereurs byzantins gouvernent un empire en déclin. Durant le XIVe siècle, l'Empire ottoman annexe de vastes territoires et au début du XVe siècle, il contrôle une grande partie de l'Anatolie, de la Bulgarie, de la Grèce centrale, de la Serbie, de la Macédoine et même de la Thessalie. Ce qui reste de l'Empire byzantin autrefois étendu sur tout le bassin oriental de la Méditerranée est désormais réduit à Constantinople, au Péloponnèse et à quelques îles de la mer Égée, tout en étant contraint de verser un tribut aux Ottomans. C'est pas terrible. On arrive dès lors en 1453, où, sous le règne de Sultan Mehmed II, l'Empire ottoman s'empare de Constantinople. C'est un événement largement reconnu comme marquant la fin définitive de l'Empire romain, ainsi que l'aboutissement de la conquête ottomane des territoires et populations de l'Ancien Empire. L'année 1453 marque également la véritable naissance de l'Empire ottoman en tant que puissance dominante dans l'est de la Méditerranée, un rôle qu'il conservera jusqu'à sa chute en 1922. La prise de Constantinople réalise un rêve que les armées islamiques poursuivent depuis le 8e siècle. Grâce à cette victoire, Mehmed II et ses successeurs se considèrent comme les héritiers des empereurs romains. Mehmed II est profondément intéressé par l'histoire romaine, la culture grecque classique, des sujets qu'il a étudiés de manière approfondie sous la tutelle de ses précepteurs à la cour. Admirateur de figures comme Jules César et Alexandre le Grand, il se rend un jour à Troie pour visiter les tombes des héros légendaires grecs, Achille et Ajax. Il conserve également un exemplaire de l'Iliade dans sa bibliothèque personnelle, témoignant de son attrait pour les récits mythologiques grecs. On le voit, c'est un passionné et un curieux. On va voir d'ailleurs tout de suite ce que pensent les Ottomans et les écrits que font les Ottomans à propos des Romains et des Byzantins. Alors les Ottomans assimilent le titre de Padishah à celui d'empereur, mais les premiers historiens ottomans emploient principalement 3 termes pour désigner les empereurs byzantins: Tekfur, Fasilius et Kaiser. Parmi eux, Tekfur est le plus répandu.
Alors, l'origine de ce terme est débattue. Il y a des historiens qui pensent qu'il dérive de l'arménien Tagayor, signifiant porteur de la couronne, tandis que d'autres soutiennent qu'il pourrait s'agir d'une altération du nom de l'empereur byzantin Nicéphore, de Phocas. Alors ce mot, utilisé avant 1453, désigne non seulement les empereurs, mais aussi les fonctionnaires byzantins, de divers rangs, des gouverneurs aux commandants, ce qui lui donne un caractère dévalorisant en plaçant les empereurs au même niveau que des officiers de moindre importance. C'est un peu étonnant. D'autres termes comme Kaiser Hirum, qui veut dire César de Rome, seront désignés pour décrire les empereurs byzantins. Bien que la reconnaissance de l'Empire byzantin comme successeur de l'Empire romain diminue progressivement en Europe occidentale après le IXe siècle, les musulmans du Moyen-Âge continuent de considérer l'Empire byzantin comme l'Empire romain. Dans les premières sources islamiques, le terme remis désigne généralement les chrétiens, mais il finit par être spécifiquement associé aux byzantins. Donc on est en 1453. Mehmed II a pris Constantinople. Les sultans ottomans s'approprient l'héritage des empereurs byzantins et commencent à se considérer comme leurs successeurs légitimes. C'est normal, ils ont récupéré la place. En se proclamant empereur romain, ils se voient également comme les héritiers de l'ambition byzantine et romaine, d'un pouvoir universel. Immédiatement après la conquête, Mehmed II adopte le titre de Kaiser Hirum. Il est même reconnu comme Basileus par le patriarcat œcuménique de Constantinople. Toutefois, Mehmed II utilise rarement ces titres dans ses documents officiels écrits en grec et ou dans d'autres langues. Son titre le plus fréquent en grec est Omega Authentiis kai Mega Amiras Sultanos Ome Mekti, grand souverain, grand émir et sultan Mehmet, rien que ça. L'absence d'une utilisation systématique de Kaiser ou Basileus pourrait témoigner d'un désir de ne pas simplement imiter les empereurs byzantins ou ne pas leur ressembler. En revanche, un titre couramment employé par Mehmet avec une forte connotation romaine est celui de souverain des deux mers et des deux continents, faisant référence à son règne sur la mer Noire et la Méditerranée, ainsi que sur l'Europe et l'Asie. En turc, en arabe et en persan, les titres les plus utilisés restent Pacha et Sultan. Après 1453, les premiers sultans ottomans semblent vouloir restaurer une forme d'empire byzantin sous leur domination. L'historien Arnold J. Toynbee considère ainsi que Mehmet et ses successeurs sont autant les régénérateurs de l'empire byzantin que ses destructeurs. Le titre de Basileus réapparaît officiellement sous le règne de Bayezid II en 1481 et est ensuite utilisé par Selim et Soliman le Magnifique. Lorsqu'ils émettent des documents en serbe, Mehmed II, Bayezid II et Selim Ier sont souvent désignés comme grand et puissant tsar, une variante du titre Kaysar, qui veut dire César. Cette identité politique ottomane inspirée de Byzance se manifeste aussi par des protocoles de cour, une architecture et des symboles byzantins intégrés dans la culture ottomane après 1453. Selim et Soliman utilisent parfois le titre empereur de Constantinople, qui était autrefois couramment utilisé en diplomatie pour désigner les empereurs byzantins. Soliman emploie même parfois la version étendue empereur de Constantinople et de Trabzon. En turc, empereur de Constantinople se traduit par Pacha Konstantinoti, tandis que empereur des Romains se dit Padisha Olum. Bon, désolé, je ne parle pas turc, hein. Ne m'en voulez pas. Mais je suis en train d'apprendre apparemment. Et je me débrouille pas mal, hein. Dans les échanges diplomatiques avec les souverains européens, les sultans ottomans adoptent souvent le titre latin d'imperator. Par exemple, dans un traité de paix de 1489 avec la Pologne, Bayezid II se désigne comme De Gratia Asia Gracie ect Imperator Maximus. Je parle bien le latin aussi. Par la grâce de Dieu, grand empereur d'Asie, de Grèce, etc. Un autre traité de paix en 1494 le qualifie de Dei Gratia Imperator Ambarum Terrarum Asiae Attacte Europae et Marium Magnus Sultanus. Par la grâce de Dieu, empereur des deux continents, l'Asie et l'Europe, et les deux mers, le grand sultan. Rien que ça. Les mecs ne se prennent pas pour rien du tout, hein. Je sais pas si vous voyez, hein, mais le collègue là qui se met en valeur, qui se vante, et à qui tu vas dire attends, ça va les chevilles parce que
le mec qui est en train de se vanter un petit peu trop, c'est rien du tout à côté du sultan ottoman des deux mers et des deux continents et des 1000 rivières, etc. Donc on le voit là, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus ottomans contre byzantins, il n'y a plus de byzantins, donc les ottomans peuvent se proclamer de ce qu'ils veulent. Il ne va pas y avoir de byzantins qui vont venir pour leur régler leur compte. Il n'y a plus de guerre. Dès lors, donc, les successeurs de Mehmed II prennent des mesures pour légitimer leur règne en tant qu'empereur romain. L'une des plus importantes est la désignation de Constantinople comme capitale de l'Empire, tout en intégrant de nombreux aristocrates grecs dans des postes d'élite. Entre 1453 et 1516, les grands vizirs qui y occupent la plus haute fonction après le sultan sont issus de divers horizons ethniques et religieux. Parmi eux, on trouve Zagan Pacha, un ancien chrétien converti à l'islam, et Mahmoud Pacha Angelović, un aristocrate serbe descendant de la dynastie byzantine des Angelos. Dès 1453, les Ottomans commencent à utiliser le nom Istanbul, dérivé du grec Eistinpolin, à la ville, bien que le nom officiel de la ville reste Constantinople ou Constantiniye. Ce terme restera jusqu'en 1930. Le choix de Constantinople comme capitale est stratégique en raison de son emplacement géographique et de son importance historique. Même après sa mort, Mehmed II insiste sur le rôle d'empereur romain, choisissant d'être enterré à Constantinople à l'instar de Constantin le Grand, plutôt qu'à Bursa, l'ancienne ville funéraire des sultans ottomans. Après la chute de l'Empire byzantin, la population de Constantinople, qui avait considérablement diminué, augmente sous les Ottomans. La ville devient rapidement cosmopolite, accueillant non seulement des Turcs, mais aussi des peuples venus de tout l'Empire. À la fin du XVIe siècle, sa population atteint 250 000 habitants, en faisant la plus grande ville d'Europe. Les prétentions des sultans ottomans à être des empereurs romains servent aussi à justifier leurs ambitions expansionnistes sur les anciennes terres romaines. En 1480, Mehmed tente d'envahir l'Italie, une première étape vers une campagne visant à prendre Rome, mais sans succès. Sous Soliman le Magnifique, ses ambitions atteignent leur apogée. Lors du siège de Vienne en 1529, l'historien italien Paolo Giovio rapporte que Soliman pense que l'Europe occidentale lui appartient de droit en tant que successeur légitime de Constantin le Grand. Les campagnes de Soliman contre les puissances européennes s'accompagnent du cri de guerre à Rome, à Rome. Lors de l'attaque de Corfou en 1537, Soliman envisage comme Mehmed avant lui une invasion de l'Italie continentale pour prendre Rome. Soliman organise également des parades à Constantinople, inspirées de triomphes de la Rome antique, et ordonne la construction de la mosquée Süleymanî, destinée à rivaliser avec la splendeur de Sainte-Sophie. Le juriste ottoman Ebshud Effendi compare Soliman à Jules César et à Cyrus le Grand, le qualifiant de César des Césars et de Cyrus des Cyrus, affirmant même qu'il surpassait ces figures. Dans une inscription à Bender en Moldavie, Soliman adopte le titre Sehi Bagdad Vei Irak Keiser Irum Misra Sultani. J'ai du mal, Shah de Bagdad et d'Irak, César de Rome et sultan d'Égypte, soulignant ainsi ses aspirations au pouvoir universel. Mais qui sont les Ottomans ? Alors dès la fondation de l'Empire ottoman, les auteurs occidentaux qualifient l'Empire de turc et désignent ses habitants comme des Turcs. Cependant, cette identité n'est pas adoptée par l'Empire lui-même, ni par sa population. Bien que les premiers sultans aient parfois mis en avant leur descendance des Turcs oghuz, notamment lorsqu'ils rivalisaient avec d'autres beyliks anatoliens, cette insistance sur l'identité turque disparaît rapidement une fois qu'ils revendiquent l'héritage gréco-romain. Le terme turc devient même péjoratif, utilisé par l'élite ottomane pour désigner les nomades turcs ou les paysans anatoliens turcophones. C'est un peu les Turcs qui se moquent de la tête des Turcs. C'est les Turcs riches qui se moquent des Turcs pauvres. Appeler les musulmans de Constantinople turcs aurait été perçu comme insultant pour les Turcs de Constantinople. Au début de l'époque moderne, nombre des Turcs ottomans, notamment ceux qui vivent en ville et ne faisant ni partie de l'armée ni de l'administration, se définissent plutôt comme des Romains Roumi, en référence à leur appartenance à l'ancien territoire byzantin. Cependant, la désignation
tombe progressivement en désuétude à la fin du XVIIIe siècle, par la suite remis et principalement associé à la population grecque de l'Empire qui continue d'affirmer son identité romaine depuis la chute de Constantinople. Le terme Empire ottoman n'est pas utilisé officiellement à l'intérieur de l'État, il provient de la diplomatie internationale au XIXe siècle et est surtout employé en France. Dans l'Empire, plusieurs termes sont utilisés pour désigner les aspects de l'État: Devlet, Aliyehi, Osmani, l'État exalté des Ottomans, la dynastie d'Osman, ou les sujets et les domaines bien protégés. Dans le monde islamique, les Ottomans sont reconnus comme étant romains pour effacer les conquêtes passées et éviter toute révolte au sein des anciens byzantins et grecs qui souhaiteraient ne pas être sous la joug ottomane. Et au niveau occidental, eh bien, on les considère comme des sultans et comme des empereurs, mais on ne les considère pas comme des empereurs romains. Mais est-ce qu'il y a un quiproquo pour les Byzantins? Est-ce qu'on considère les Ottomans comme des Byzantins? Alors certains auteurs reconnaissent que Mehmed II est le successeur légitime des empereurs byzantins, mais cela reste assez rare, et cette légitimité est fortement contestée par les souverains du Saint-Empire romain germanique, qui revendiquent depuis longtemps la dignité d'empereur romain en opposition aux Byzantins, ainsi que par les empereurs russes, qui voient Moscou comme la troisième Rome, après Rome et Constantinople. Le débat sur la légitimité impériale est également visible dans les relations diplomatiques de l'Empire ottoman. Les sultans considèrent peu de monarques étrangers comme leurs égaux. Les empereurs du Saint-Empire romain germanique sont souvent qualifiés de rois de Vienne. Les seuls monarques étrangers que les Ottomans reconnaissent comme padishahs sont les rois de France, avec qui les relations diplomatiques sont étroites. Cependant, pour des questions religieuses, les Européens ne voient pas l'Empire ottoman comme un successeur de l'Empire byzantin, qui représentait des valeurs qui étaient plus proches des Romains que les Ottomans qui se rapprochent des Romains. Les Byzantins sont bien plus romains que les Ottomans sont romains pour les Occidentaux. On le voit donc ici, bien que les sultans aient revendiqué l'héritage romain en se proclamant César de Rome, Kaiser-i-Rum et en s'efforçant de se positionner comme les successeurs légitimes des empereurs byzantins, ils ne peuvent pas être véritablement considérés comme des Romains au sens historique et culturel du terme. Au niveau religieux, ce ne sont pas les mêmes dogmes que les Romains, et au niveau culturel également, il y a beaucoup de dogmes qui changent. C'est un mélange, c'est un mélange entre Turcs, ces Turcs qui deviennent un empire, donc les Ottomans, qui s'écartent des Turcs nomades et qui veulent se rapprocher des Byzantins. Ils ont une sorte de fascination ou une liaison entre les Byzantins et les Ottomans. Donc il y a une liaison d'amour et de haine. On se combat et une fois qu'il n'y a plus de Byzantins, on devient les Byzantins. C'est un point de vue qui, on peut dire, est singulier, en quelque sorte. Donc en fait, on le comprend, ces revendications impériales avaient pour but de légitimer le pouvoir et de renforcer le statut dans le monde islamique et international, mais elles ne parvenaient pas à effacer les différences fondamentales entre l'Empire ottoman et l'Empire romain ou byzantin. D'un point de vue occidental, et même pour de nombreuses populations sous domination ottomane, les Ottomans étaient avant tout perçus comme des Turcs, un terme souvent utilisé de manière péjorative pour les distinguer des Romains authentiques. Si certains auteurs, notamment dans le monde islamique, les reconnaissent sous l'appellation de Romains, cette reconnaissance n'effaçait pas leur identité turco-islamique prédominante. De plus, les Ottomans eux-mêmes rejetaient de plus en plus l'identité turque au profit d'un positionnement impérial universel, mais cela ne faisait d'eux des Romains à proprement parler. Ainsi, les Ottomans ont intégré certains éléments de l'héritage romain, notamment à travers Constantinople, mais leur culture, leur structure politique et leur religion restaient fondamentalement différentes. En fin de compte, leur prétention à être les nouveaux empereurs romains servait avant tout à justifier leur expansionnisme et leur ambition impériale sans véritable continuité directe avec Rome. D'ailleurs, même si eux-mêmes vont vouloir envahir Rome, envahir Vienne également, même s'ils vont vouloir faire cela, eh bien, ça ne sera jamais validé ou ça ne sera pas considéré par les Occidentaux comme étant les successeurs directs de l'Empire byzantin. Pas du tout. Bon on like, on partage, on commente. Comme d'habitude, je vous fais ces demandes parce que les vidéos sont de plus en plus qualitatives et c'est pour ça que je vous demande ça. N'hésitez pas du coup à me partager à votre famille, vos amis et à vos proches tout simplement. Et vous pouvez également me faire un petit don sur Tipeee afin de m'aider
afin que je puisse continuer à produire des vidéos de qualité. Moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Salut!